Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, déjà saison 7, épisode... Saison 8, épisode 7! Ben oui! Oui, saison 8. On est rendu là déjà, presque à la fin de la saison. Vous l'avez entendu, la sublime voix de JF. Ben voyons, salut Simon. Salut, ça va bien? Yes. Aujourd'hui, voyage dans le temps, on explore les meilleurs jeux de 2010. Yes, 10 ans. Il y a 10 ans, quelles étaient les top nouveautés de l'année et quels sont les jeux qu'on a joués, qu'on espérait des choses qui finalement nous ont déçus ou pas. On va faire un recap. En plus, c'est une bonne année, ça, 2010, parce qu'on on était là-dedans. Là. On était là. Exact, on était là, on jouait à tous les jeux qui sortaient, on connaissait toutes les choses qui se passaient dans le monde du jeu. C'est un beau moment, là. Le moment le plus excitant dans le gaming où tu découvres ça, puis tu te rends compte qu'il y a plein de choses à découvrir, plein de choses le fun. Maintenant, je suis un peu blasé et mort en dedans, mais ce moment-là, il est marquant pour moi. Ben oui, c'est clair. 10 ans plus tard, la seule chose qui nous reste, c'est nos souvenirs. Hein? Donc, sur ce, on se lance dans l'épisode. On va commencer un peu par, bien entendu, un petit peu d'actualité, comme à l'habitude. Mais avant tout, une annonce de la plus haute importance. Une annonce très importante, le party de fin de saison. Le party! Beach Party! Le Beach Party du confinement Balado Ludique saison 8, épisode double, en live sur Twitch, dans votre écran. Interagissez avec nous dans le chat! On sera là avec tout le groupe, tous les invités spéciaux, plein d'affaires, plein de surprises au programme. Ça se passe le 7 novembre. Soyez là, ça va être en après-midi que ça va se passer. On n'a pas déterminé l'heure exacte, mais ça devrait être en début d'après-midi, là, à peu près comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, hein? Comme aujourd'hui, c'est ça. Hein? Ouais, comme à même heure qu'aujourd'hui. Non, pas 11h11, ça c'est trop tôt. Donc, on va être là en live, on va avoir des invités sur Twitch. Allez sur Facebook, là, tous les détails vont être là. Et après, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer après les épisodes, mais on va jouer à Jackbox, on va faire plein d'affaires. GF va peut-être être là, peut-être qu'il sera pas là. On sait pas encore. À suivre. Il va se boire un cidre. Je vais être là. Après l'épisode, on va gamer. On va gamer entre amis. Hey, ça fait-tu longtemps? Jackbox, je pense que tout le monde est excité de Jackbox. Ça fait longtemps que plein de gens nous écrivent. Je sais que t'en as fait beaucoup cet été, mais j'en ai jamais joué encore. Donc, ça va être tellement excitant! Mon initiative au Jackbox. Avec le nouveau en plus, non? Avec le nouveau Jackbox 7 qu'on va essayer, mais on va repasser tous les classiques et on va jouer longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Breuvage non fourni, mais recommandé. Donc, c'est ça, le 7 novembre, mettez ça dans votre agenda, de 2h à 2h, ça va se donner. 12h! Oh, shit! Yes! C'est le temps de faire une saison complète, ça. C'est ça, exact. Peut-être qu'on pourrait faire ça en même temps. Ouais. Ou, ok, non, en tout cas, on prendra une pause pour souper, hein, bien entendu. Réservez pas votre souper, prenez une pause pour souper. Et on reviendra en force après le souper là, pour du Jackbox à fond. Ça va être vraiment le fun, ça va être une belle activité. Les classiques vont être sur place. Donc l'annonce est faite. On peut se lancer dans un peu d'actualité. Donc je suis encore en train de rattraper le retard là, des jeux que j'ai joués pendant le confinement, que j'ai pas pu parler parce qu'on était en pause. Et je vais y aller avec un gros jeu, un jeu qui était quand même assez, pas en demande, là, mais qui a eu un buzz quand il est sorti. D'ailleurs, il était finaliste l'année dernière au LIS, le LIS d'or expert, là, ou quelque chose comme ça. C'était Western Legend. Ouh, ouais, j'en ai entendu parler, mais... C'est ça, je sais pas, je connais pas tant le jeu. Est-ce que c'est vraiment... Ah oui, on le vend comme un... Le sandbox. Le sandbox. Le sandbox du jeu de société. Sérieusement, je dois avouer, probablement, la première chose, c'est que j'ai aucune idée
pourquoi les gens disent ça de ce jeu-là. OK. Que c'est un sandbox. Je veux dire, c'est un jeu où t'as un bonhomme qui se déplace, qui peut aller à certaines places pour faire des actions. À une place, quand tu vas faire des actions, ben là, tu prends une vache, tu peux aller la livrer quelque part. À une autre place, tu vas te battre contre quelqu'un. À une autre place, tu vas échanger des objets que tu as contre de l'argent. Donc, est-ce que ça, c'est sandbox? Ben, est-ce que c'est quoi le but du jeu? C'est quoi l'objectif? Faire des points. OK. Puis un gagnant à la fin? Ouais, puis chaque façon, mettons, le bétail te rapporte certains points, l'or que tu as à la fin te rapporte certains points. Est-ce que tu es guidé durant la partie dans le sens que, ton but c'est de faire le plus de points, mais dans le fond, tu fais ce que tu veux parmi toutes les actions possibles, c'est ça? Ouais, tu fais ce que tu veux, t'as le choix d'aller où tu veux, puis la particularité, bien entendu, tu peux être un vilain ou un gentil, tu sais. Ouais, ça marche jamais, ça, ces mécaniques-là. En plus, c'est drôle parce qu'en 2010, on parle de 2000, on sait qu'il y a un jeu très emblématique qui est sorti qui s'appelle Merchant and Marauders. Qui rappelle beaucoup, en fait, dans l'explication, en tout cas, générale. Écoute, Western c'est ça que Legend. j'essaie de faire le lien, parce que Merchant Marauder est considéré comme un sandbox, même si c'est pas le type de sandbox qu'on peut s'imaginer comme dans le jeu vidéo. Ça, c'est pas SimCity avec les cheats, là, tu sais. Non, pis c'est vraiment pas un sandbox comme on est habitué. On peut questionner la nature de ce terme. Je suis d'accord. J'avoue qu'avec ce que tu as dit, ça a l'air plus quasiment d'un placement d'ouvrier. Non, mais tu sais, la plupart des euros, là, c'est des genres, tu as plein d'actions possibles, ils te rapportent toutes des points, puis tu fais celles qui te plaisent le mieux en fonction de tes combos, puis en fonction de ce que tu veux faire. Ouais. Est-ce que tous les jeux sont des sandbox? Puis je le savais pas. Peut-être que oui. Mais bon, reste que ça, c'est le pitch de vente. Il est vendu comme un sandbox. Ok, si les gens veulent se dire ça, si ça leur fait plaisir, je vais pas les contredire tant que ça. Reste que le jeu est quand même assez fluide, là. C'est assez bien fait pour un jeu où il y a plein d'actions possibles. Ça s'explique rapidement. T'as l'impression que ça va être vraiment compliqué. Puis que non, c'est quand même logique. C'est une belle ergonomie. Le jeu est bien pensé. Okay. Bien thématique aussi, j'imagine. Bien thématique, tu sais. Ouais, c'est clair. Ce que j'ai moins, le point vraiment humoristique de ce jeu-là, je me rappelle pas si j'ai gagné ou non, ça fait quand même un petit bout que j'ai joué, mais je me rappelle que j'ai fait énormément de points en allant aux danseuses. Ok. En fait, c'est probablement la manière... Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, tu vas aux danseuses et tu donnes ton argent puis ça te fait plein de points. Ok. Fait que là, t'es comme, ok, tu sais, je comprends que oui, thématiquement, c'est ça, mais est-ce que c'est normal que ce soit l'affaire qui fait le plus de points dans le jeu? Je le sais pas. Tu sais, c'est un peu, tu sais, j'étais un peu mal à l'aise, là, tu sais, j'étais comme, c'était la 4e fois que j'allais aux danseuses dans le game, puis je claquais tout mon cash, je faisais plein de points. C'est pas, c'est pas édifiant, là, tu sais, j'étais plus excité d'aller pogner du bétail, puis genre de le transporter d'un bout à l'autre de la map, puis de livrer ça, mais au final, ça me rapportait de l'argent. Après ça, j'avais plein d'argent, qu'est-ce que je faisais avec? Je claquais ça d'un tâton. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu plus ou moins approprié. Pas grand-chose d'autre à faire hein, dans le Far West. C'est ça, c'est du western. Hein, tu sais, t'as une ville, c'est une rue. Tu te bats contre des méchants, puis c'est tout. Hein. Reste que c'est vraiment pas mon genre de jeu. Excuse-moi, je voulais juste savoir la notion de hasard est-elle grande dans le jeu? C'est pas si pire. Il y a quand même une notion où tu peux aller jouer comme au poker. Là, fait qu'il y a un peu la notion de gambling à ce niveau-là. Pour les combats, il y a un système de cartes. Donc, il y a un genre de hasard, mais plus ou moins grand. C'est pas un jeu vraiment qui crie là, au hasard. Là. C'est quand même un jeu où tu as un certain contrôle sur qu'est-ce que tu fais. Ok. De ce qu'on m'a dit, l'extension était vraiment un must parce que c'est plus sandbox, il y a plus d'actions possibles. Donc tu peux faire plus de choses, tu peux explorer plus d'affaires. Mais c'est pas sandbox, genre tu vas parler à n'importe quel NPC que tu veux, puis genre tu fais ta vie, puis il y a pas ce feel-là. C'est un jeu qui se veut thématique et narratif, mais la narration est poussée par les joueurs, donc des fois ça va lever, des fois ça va moins lever. Reste que le jeu est bien
bien propre. Et ça, c'est qu'est-ce qui m'a impressionné d'un jeu de même. C'est souvent pas la caractéristique de ces jeux-là. Fait qu'il y a quand même cette force qui... Puis c'est pas très long non plus. On s'imagine dans une game, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Une game, nous, c'était notre première game. Puis je sais même pas si ça a duré 1 heure et demie. OK. Fait que la durée est assez raisonnable aussi pour qu'est-ce que tu fais. Puis ben c'est cool d'avoir ton cheval, de l'évoluer, t'acheter un meilleur gun. Il y a des aspects intéressants là, où tu sens quand même que tu crées quelque chose. Après, ben, c'est toujours la question, ces jeux-là, est-ce qu'ils sont meilleurs que juste un roleplay où tu jouerais des cowboys? Des fois, t'es comme, est-ce que vraiment tous les jeux de table devraient être toujours plus narratifs, avec toujours plus d'affaires, d'histoires à créer, ou c'est pas ça le propre d'un jeu de société? C'est une question qui demande réflexion. Là. Oui, ben oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. La notion de sandbox, on l'a un peu préconçu à cause, c'est ça justement, du jeu vidéo. Je suis pas certain qu'on devrait peut-être utiliser ce terme-là. Je pense que c'est vraiment un terme plus peut-être de marketing qu'autre chose. Oui, ben oui, c'est clair. Ouais. Donc, c'est ça, parce que, tu sais, je peux voir le feel, tu te promènes dans la ville, tu fais des choses, tu fais un peu ce que tu veux, t'as pas d'objectif, t'as pas de carte d'objectif qui dit tu dois faire, tu dois avoir 3 moutons pis tel truc pour faire des points, tu sais, j'imagine c'est ça. Non, mais en plus, t'en as, là, genre, t'as comme un perso spécial qui te donne un peu des affaires de même, fait que tu l'as un peu, ce truc-là, tu sais, malgré tout, là. Ouais, mais t'es pas guidé sur chaque chose. Non, c'est pas genre, t'as 3 missions. N'importe quelle action. Ouais. Tu peux être gentil, devenir méchant. T'as quand même ça marche-tu? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient devenus méchants dans votre game? Oui, il y a quelqu'un qui est devenu méchant. C'était pas moi, d'ailleurs. C'était Monsieur Couteau, prof board game, qui était méchant. Puis il était très méchant, en fait. Il était vraiment méchant. Mais régulièrement, on préférait aller aux danseuses ensemble que de se battre, parce que ça valait plus de points. Donc, tu sais, il y a ce côté-là un peu... je reviens là-dessus, mais ça m'a un peu choqué là, comme façon de faire. Tu sais, je trouvais probablement que l'action qui te rapporte des points, ce soit ça. Je comprends que thématiquement, c'est bon, mais éthiquement, c'est un peu discutable. Mais aussi, c'est une action plate parce que tu vas à une place, tu payes de l'argent pour faire des points. Tu fais rien d'autre, là, t'as pas... Donc, il y a comme pas de... C'est ça, il y a pas de jeu avec ça. Il y a pas de mini-jeu associé à cette façon de faire des points. C'est vraiment juste, tu vas là, tu dépenses ton tour, tu dépenses ton argent, tu reçois des points. Donc, mais c'était vraiment l'action la plus lente. On était toujours rendu, on le disait, on était toujours au toton. On allait là, hey, tu vas là avec le gars qui est le plus wanted du Far West. Pas grave, hey, on se fait des points. Ici, on check des filles tout nues qui dansent. Parfait. Bon, est-ce que je peux poser une dernière question? Ouais, vas-y. Dans Martin Marauder, justement, quand t'étais un bandit, il y avait comme des genres de NPC, justement, qui rendaient ta vie un peu plus difficile. Est-ce que il y a ce concept-là ou c'est vraiment juste les autres joueurs qui peuvent affecter les bandits? Il y a effectivement un NPC qui est le shérif de la ville. Et ça, c'est cool. C'est quand même, c'est pas la mécanique la plus évoluée, là, mais tu sais, t'as un certain contrôle sur comment tu vas le bouger. Je pense qu'il bouge aussi par lui-même un peu. Mais nous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il était faible. Ok. Ben, je pense peut-être que David était vraiment fort. Là. Je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. C'était ma seule game. Fait que, mais c'est ça, il s'est fait comme péter la gueule un peu, le shérif. Là, il voulait intervenir, mais il était pas prêt. Là, moi, par contre, j'ai pété la gueule au méchant. J'étais bien content. Mais je me rappelle pas qu'est-ce que ça donnait. Des points. Ça donnait peut-être 1 point, là, peut-être. Là. Moins qu'aller au toton, en tout cas. Ben ouais, c'est clair. Au moins, Toton, c'est 2. Ok! Donc, oui, c'est ça. On va pas s'éterniser là-dessus. En tout cas, c'est sûr que ça me donne envie de l'essayer, même si je suis un peu... j'ai pas un peu comme toi, là, c'est pas tant mon style de jeu, mais ça m'intrigue de voir si... parce que Merchant Marauder, on va en reparler, mais j'avais bien aimé, sauf tout l'aspect de hasard, donc... Ouais, ben, tu sais, c'est pas une catastrophe, hein, Western Legends. Je comprends pourquoi ça a eu un écho, pourquoi ça a eu un buzz, je comprends pourquoi les gens aiment ce jeu-là. Tu sais, pour moi, ce qui le différencie des autres jeux dans le même genre, c'est qu'il est propre et il est pas trop long. Fait que ça, t'as vraiment un bon feel quand t'as fait une game 1h30, t'as fait plusieurs choses différentes, il s'est passé... Et tu veux...
là, c'est sûr que tu veux pas aller à trop de joueurs, mais tu veux quand même jouer. Tu veux pas jouer à ça à 2 ou à 3. Tu veux, nous, on était 4, peut-être 5. 6, ça doit être trop long, mais 4-5, il me semble que c'est plus intéressant. Il y a plus d'interaction entre les joueurs. Donc, c'est ça. Mais, somme toute, là, c'est quand même une bonne expérience de jeu. Ça fonctionne bien. Je le vois pourquoi on a parlé de ce jeu-là. Cool. En fait, ça rappelle beaucoup. Ça rappelle beaucoup de GTA, le jeu vidéo. Mais au-delà de GTA, ça rappelle beaucoup Red Dead Redemption, qui est le GTA Western. Ouais. En fait, c'est pratiquement ça. Là, c'est comme la version de Red Dead Redemption en jeu de société. Ça, peut-être que c'était ça à la base, peut-être que ça aurait dû être ça même. Mais ça rappelle beaucoup ça. Là, c'est presque la même expérience. Très cool, très cool. Un autre gros jeu que j'ai joué, c'est la sensation espagnole du moment. Les jeux espagnols, hein, on n'en parle pas souvent des jeux espagnols. C'est en fait, à ma connaissance, le premier jeu espagnol auquel je joue, peut-être sans le savoir, là. C'est le jeu Aristeia. Sorti en 2017, mais c'est je sais pas si c'était un Kickstarter, mais c'est un gros jeu. Je pense qu'il vient juste d'arriver peut-être en anglais. C'est quand même une nouveauté, même si ça sort en 2017. C'est un jeu d'arène. The Ultimate Sports Show. Donc, les jeux d'arène, hein, on le sait, là, c'est des jeux d'arène. Hein. Donc, il y a une arène, t'as des personnages qui vont se battre un contre l'autre. J'ai été introduit à ce jeu par nul autre que PPPP7. D'ailleurs, on a un live de ça sur Twitch. Si vous voulez aller voir sur YouTube, il est là. On a joué à Aristeia en live. Gros jeu d'arène. Hein. Fait que t'as comme 25 personnages qui ont chacun leur combo différent. J'en parle pas parce que je veux le vanter ni que je veux le détruire. Là. Les jeux d'arène, c'est un type de jeu particulier. C'est des jeux souvent très compétitifs, donc tu veux rejouer plusieurs fois pour vraiment explorer. Souvent des jeux assez complexes aussi, beaucoup de règles, beaucoup de personnages avec des powers différents, des personnages vraiment spéciaux qui changent toutes les règles du jeu. Donc c'est des jeux qui demandent un certain investissement que je n'ai pas fait dans ce jeu pour vraiment le critiquer, on va dire. Ça reste que ça, c'est des jeux compétitifs. Tu veux faire des tournois d'un jeu parfait, joue à ça, puis joue-y chaque jour, tu vas devenir bon. C'est comme les jeux de cartes, hein, les collectible card games. C'est rare que tu joues casual à ça. Oui, une fois de temps en temps, une game de Pokémon, ok, c'est bon, une game de Magic, mais les gens qui sont sérieux, là, ils jouent à ça de façon régulière, ils font des compétitions. Donc, c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement de temps. Aristeia, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un jeu d'arène qui, justement, a fait beaucoup de buzz. Les gens en parlaient beaucoup. J'ai pas réussi vraiment à comprendre qu'est-ce qui faisait que celui-là était comme vraiment plus excitant que d'autres. Je voyais qu'il était bien fait, qu'il était quand même raffiné, qu'il était intéressant, mais tu sais, c'est pas comme ultra épuré, clean, vraiment. Non, tu sais, c'est un peu fiddly comme toujours. T'as plein de jetons partout, plein de. Il est poison, il est tangle, tu sais pas trop quoi. Tu sais, est-ce que t'es engage, donc tout un peu les termes qu'on retrouve dans les. Même à la limite dans les wargames, là, 1v1, ça ressemble beaucoup à ça. Mais bon, le jeu est beau. Est-ce que c'est en équipe? C'est 2 joueurs. Donc c'est un contre un. Ok, c'est absolument 2 joueurs. Okay, ouais, ben là, peut-être qu'il y a des modes 4 joueurs, mais même sur BG, c'est vraiment considéré comme 2 joueurs. Donc c'est un jeu 1 contre 1. T'as ta team, là, au début, il y a un genre de draft là, où tu choisis parmi tous les personnages. Chaque joueur en choisit 4 et là, tu montes ton équipe. Mais ça fait penser plus comme League of Legends. Ouais, ben c'est ce genre de jeu-là, non? Absolument. En fait, d'ailleurs, Pierre me l'avait présenté comme ça. Il dit ça, c'est vraiment un MOBA. Mais tu sais, les MOBA, c'est des multiplayer online Battle Arena. Donc tu sais,
c'est des jeux d'arène et c'est exactement ce que Aristea est, un jeu d'arène. Donc il y a une des particularités de ce jeu-là qui est quand même cool, mais qu'il y a dans presque tous les jeux d'arène, c'est que tu as plein de modes de jeu. Tu as capture de flag, tu dois protéger la zone, tu dois tuer toute l'autre équipe, tu dois amener un objet d'une place à l'autre. Donc il y a quand même une certaine variété. Je vois que c'est peut-être un des attraits aussi. Après, c'est la finesse des personnages, comment ils sont balancés entre eux, comment leurs pouvoirs peuvent interagir et influencer la partie. Ouais, ben, en tout cas, je pense que l'attrait il est pour ceux qui aiment les MOBA. En tout cas, j'ai pas joué, là, mais je vois des photos et tout. Les personnages, ils sont vraiment bien détaillés. Ils ont l'air d'avoir tout leur style. Il y a plein de stats, il y a des effets partout. Tu sais, c'est juste qu'un MOBA, il y a tout ça, c'est juste que ça se passe automatiquement et vraiment vite. Est-ce que le fait que maintenant c'est en board game, que les joueurs doivent faire la manipulation et tout, et donc c'est vraiment plus lent, est-ce que ça donne quand même le feeling de... T'sais, est-ce que c'est quand même le fun? Est-ce que c'est juste un MOBA mais super low pace puis il se passe rien? Ou c'est ça que... Ouais, mais il y a quand même une dose d'action intéressante et le rythme est assez soutenu, mais c'est clair que comme tous ces jeux-là, si t'as pas fait 10 games, là, tu vas te référer aux règles, puis à un moment donné, tu vas comme prendre un peu des décisions sur ok, comment on interprète ça. Ce qui fait que l'expérience, elle est pas fluide dès ta première partie. Là. C'est normal, peut-être pas, mais ça prend quand même de l'entraînement pour que ça soit rapide. Ouais. Mais t'amènes la question parfaite, puis on avait un peu la même question tantôt quand on parlait des jeux comme full narratif puis open world puis tout ça. Mais est-ce que les jeux narratifs puis open world, est-ce que c'est mieux de jouer à des jeux de rôle que de jouer à des jeux de table? Ou là, les jeux d'arène comme ça, est-ce que t'es mieux de jouer à des MOBA sur un ordi que de jouer à ces jeux-là? C'est une question qui se pose, tu sais. Puis est-ce que les jeux de société doivent se limiter à certaines choses? Peut-être que oui. C'est important de voir c'est intéressant de voir des expérimentations qui vont ailleurs. Mais c'est vrai que des fois, t'es comme ah ben là, il faut que je calcule tellement d'affaires. C'est des jeux où la chance de faire des erreurs est tellement présente. Là. C'est comme t'as oublié une petite affaire. Ok, au final, on a oublié plein d'affaires à gauche, à droite. Fait que ça a pas trop influencé la partie. Ça s'est rebalancé. Mais c'est pas tant le plaisir dans un jeu de table de dire que t'as oublié une petite règle à chaque tour, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est pas pour prendre la défense du jeu, mais tu sais, si c'est un MOBA, on s'entend qu'il y a aucun MOBA où tu fais ta première game pis t'es à l'aise, là. Non. C'est des jeux demandant un investissement à long terme pour l'apprentissage des personnages, des effets et même des stratégies, là. Ça prend, pour avoir joué à quelques MOBA, c'est long là avant de comprendre bien toutes les synergies puis les bonnes stratégies puis savoir comment bien jouer à ça. Donc j'imagine, mais tu l'as dit au début, hein, jeu compétitif, presque de tournoi, un jeu où tu veux comme jouer beaucoup pour être à l'aise. Donc ça va attirer un certain type de joueurs, des gros gamers, peut-être même des amateurs de jeux vidéo, peut-être des amateurs même de cartes Magic ou de ce genre-là, de jeux très compétitifs. C'est définitivement pas pour nous, hein, Simon. Ben, ça dépend, parce que moi, je suis un fan de jeux compétitifs, sauf que les jeux compétitifs, je le sais, l'investissement que ça demande. Fait que ça veut dire que tu joues, mettons, moi, je joue une game d'Aristea, ok, c'était correct, c'était le fun, mais là, la question, c'est, est-ce que je m'investis dans le jeu ou non? Tu sais, sans devenir nécessairement compétitif, c'est que c'est pas un jeu que tu joues une fois de même, de temps en temps, puis tu fais une game. C'est un jeu où tu vas avoir une ou deux personnes avec qui tu joues souvent. Ouais. Vous allez jouer, ok, peut-être pendant 6 mois, vous allez jouer régulièrement, puis le jeu, il aura été le fun pendant le temps que ça dure. Mais c'est des jeux qui demandent cet investissement-là qui est pratiquement obligatoire. Il y a des jeux que tu peux jouer de façon plus informelle, puis t'amuser, mais ce jeu-là fait pas partie de cette catégorie-là. Non, mais parfait pour une gang d'amis qui sont bien gamers, puis qui, au lieu de jouer à un jeu vidéo, se disent on va se faire ça pendant une couple de mois. Là, c'est sûr que au bout de la ligne, tu te retrouves en ce moment à jouer en ligne de toute façon. Fait que je suis pas sûr que ça vaut tant la peine. Tant qu'à jouer à ça sur Tabletop Simulator, on va peut-être jouer à un vrai MOBA rendu là. Mais bon, si ça se termine tout ça un jour, ben ce genre de groupe là qui se voit souvent et qui joue game souvent ensemble, je pense que ça peut vraiment être intéressant.
Oui, puis tu sais, on pourrait retrouver une table de ça, un plateau de ça dans une place où les gens jouent à Warhammer 40 000. On est un peu dans cette catégorie-là, tu sais, de miniature game. Fait que oui, intéressant. C'est clair que quand quelqu'un qui est habitué, il oublie plus les petites règles, puis ça roule fluidement. Ouais. Mais c'est ça, c'est un jeu compétitif. J'étais content de l'essayer. Les jeux d'arène, c'est pas des jeux auxquels je joue régulièrement. Mais bien apprécié, mais c'est ça. Je l'ai vu en surface. On a gratté un petit peu Aristeia. Très cool. Très cool. D'ailleurs, le Gandhi du jeu, Vincent de l'école du jeu, a participé à un tournoi d'Aristeia durant le confinement. Je serais curieux peut-être qu'il nous donne des informations là-dessus éventuellement. Là, quand on pourrait y parler, ça serait cool de le questionner là-dessus. Absolument. Fait que ça s'est fait en ligne, ça aussi. Le tournoi, ouais, c'était en ligne parce que c'était un tournoi international, je crois. Ok, nice. Alright. Est-ce qu'on est prêt? Oh, on est prêt à plonger dans les jeux de 2010? Ouais. On est là? On est là, mais avant... Oh! Mais avant, on l'avait-tu oublié? Les gens l'avaient pas oublié à la maison. C'est sûr que non, les quarts de finale si excitantes. Les quarts de finale du tournoi de Can't Stop en République dominicaine, Playa del Maya. C'était magnifique. Là. La semaine dernière, on a vu les quarts de finale et là, on a les autres quarts de finale. Donc, 2 matchs très, très, très enlevants. Ouais. Des personnalités en plus là, qui étaient là. Des gros noms. Des gros noms, exactement. Ouais. Des très gros noms. On a parlé tantôt, en plus, ça tombe bien. Le vilain par excellence, David Couteau de Professeur Board Game. Board Game, nice! Ben ouais. Alors lui, c'est un maître de Can't Stop, on le sait. Il a l'esprit analytique. Il est capable de garder la tête froide. Ouais. Ça, c'est clair. Mais son adversaire était aussi quelqu'un qui est capable de garder la tête froide tout en manipulant ses adversaires. Le maître marionnettiste Pierre-Louis Renaud de Etu Game. C'est pas n'importe qui. Il avait sa petite moustache, il était distingué, il se tenait droit. C'est un gars sérieux quand même. Alors, il sait s'amuser, mais c'est un gars sérieux. Oui, puis tu sais, tu peux voir là, les deux participants très sérieux alentour de la table. Hein? Gros match. Il n'y avait pas beaucoup de bruit autour de la table. Les gens savaient que comme c'était sérieux, tu sais. Ouais, exactement. Puis c'est important, tu sais. Pour le maître marionnettiste, c'est un spectacle. Hein? Donc les gens, ils doivent être silencieux et regarder, apprécier. Parce qu'évidemment, il met tout son cœur, là, il met son âme là, dans les parties comme ça. Théâtral. C'était magnifique. Ouais, en fait, on a l'impression que quand il roule les dés, ça se passe au ralenti. C'est vrai, hein? On sait, mais on dirait que le temps ralentit un tout petit peu. Puis là, tu vois le dé tourner. Je sais pas si c'est une motion spéciale qu'il y a quand il lance le dé, mais on sent que le dé tourne comme plus lentement que d'habitude. Et fait que bien entendu dans Can't Stop, hein, on lance beaucoup des dés, donc c'était très présent. Gros match, bon, ça s'est battu pour le centre quand même, 6-7-8 là, c'était jam-pack, hein, comme on dit par chez nous. Ça s'est battu pour le centre pas mal le début de la game. David a réussi à emporter la 7e, mais le maître marionnettiste a pris la 6 et la 8. Pour que finalement, le maître marionnettiste l'emporte. Il a pris l'avantage au centre et il est allé compléter une autre rangée, je crois que c'était la 4. Donc, il l'a emporté, le maître marionnettiste. Tout un match. C'est tout un match, c'était très long. Tout s'est ralenti. Hein, ça fait que ça a doublé 2 fois plus. Ça a duré 2 fois plus longtemps que prévu, mais il faisait beau, on était sur la plage avec nos masques, tout ça, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pogné un coup de soleil pendant ce match-là, d'ailleurs, parce que je bougeais pas, j'étais un peu voûté, mon dos était exposé. Là. Ben, tu sais, faut pas parler, faut pas bouger, là, c'est un peu... c'est un peu difficile, effectivement. Un peu difficile. Je te laisse nous présenter les concurrents de l'autre demi-finale, l'autre quart de finale, excuse-moi. L'autre quart de finale se passait entre Sébastien Savard... L'académicien! L'académicien du jeu. Et la championne du dernier tournoi... de Ricochet Robot. Melinda avec son fan club comme d'habitude présent. Et là, ce qui était drôle, c'est que au contraire du match précédent, c'était le match le plus bruyant. Les partisans faisaient du bruit, ils avaient emmené leurs trompettes, leurs maracas, leurs des cloches et tout.
En fait, c'était peut-être trop extrême. C'était un peu difficile à regarder, puis c'était comme très très bruyant. Ouais, puis il y avait beaucoup de pollution visuelle, là, des pancartes, des enfants de même, parce que Melinda, on le sait, elle vient avec son fan club, mais l'académicien, il y a aussi son fan club, là, je veux dire, c'est quelqu'un de populaire, fait il y avait beaucoup de gens là, qui avaient des pancartes, des gros portraits découpés là, sur un fold court. Mais en fait, ce qui aide Sébastien, c'est que comme il est prof, il donne des crédits à ses élèves qui viennent l'encourager. Je savais pas ça. Ouais, fait que ça aide beaucoup, spécialement à avoir une grande crew. Mais au bout de la ligne, hein, c'est quand même un maître, ce Sébastien. Il réussit à avoir ses petits assistants avec lui. C'était une crowd assez chargée. Hein. On aurait pu penser que ça aurait pu mener à des confrontations. Ouais, ben en fait, s'il n'y avait pas eu les mesures de distanciation sociale qu'on essayait le mieux possible là, de gérer, peut-être qu'il y aurait eu des combats entre les fans. Là. Ouais, en fait d'ailleurs, c'est la seule fois qu'on a dû sortir les clôtures pour vraiment comme séparer les deux groupes, s'assurer que tout le monde était à 2 mètres de distance. Mais malgré tout, c'était tellement bruyant. Ouais, c'était tendu. Ça a juste étendu le bruit plus loin, plus longtemps à cause de la distanciation. C'est ça. C'était toute une confrontation. Ça s'est joué dès le début. Dès le premier tour, Sébastien Savard qui s'en va chercher la rangée numéro 2. Ça met la pression. Hein. Dès le début, la rangée numéro 2, là, t'es comme, oh là là, comment... Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais pas mal convaincu que c'était dans la poche pour lui. Là. Ouais, ben, c'est sûr que c'est fan aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que j'avais vu ça. D'ailleurs, Ouais, non, c'est clair. Mais, tu sais, Melinda, c'est probablement la seule joueuse professionnelle de jeux de société. Ouais. Fait qu'on en a vu d'autres, là. Je veux dire, des gens qui font la 2 du premier coup. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça l'a pas du tout fait flancher, hein, parce que c'est clair qu'au premier tour, tu te fais faire ça, t'es un peu intimidé, mais elle a rié un peu, avait le sourire en coin. C'est ça, exact. Fait qu'après, elle s'est bien repris. Elle a monté le 3, le 5, le 6 de façon assez régulière. Puis tu sais, même si c'était une game extrêmement bruyante, ça s'est fait sans flafla. Elle a réussi, bang, bang, bang. Elle a fait les 3 rangées. Elle a monté graduellement. T'sais, elle a joué la technique safe de Can't Stop. Là. Les gens, les fans de Sébastien Savard la huaient en disant qu'elle faisait comme... Elle était chicken. T'sais. Mais elle s'est pas laissée faire par ça. Chaque fois qu'elle arrêtait, ses fans disaient « Ouais, c'est le bon moment pour arrêter, bravo! » Puis, elle a monté ses rangées, puis elle l'a eu. Ouais, ben c'est un match haut en tension, hein, parce que ça s'est joué quand même dans les derniers coups là, pour la victoire, il faut le dire. Là, donc, puis je pense que quand elle a gagné, là, c'est le moment où j'ai le plus peur là, d'une émeute et tout. Finalement, on a réussi à calmer les troupes. Calmer le jeu, rum punch pour tout le monde. Et voilà. Et finalement, ça s'est bien terminé cette journée. Donc, c'est une belle quart de finale. Et là, il nous reste juste un match, c'est ça? Non, là, il nous reste les demi-finales qu'on n'a pas vues. Ben oui, bien sûr. Puis, les demi-finales, comme vous le savez, c'est pas un spoiler, mais ce sera le ludologue contre le Gandhi du jeu. Et de l'autre côté, le maître marionnettiste contre Melinda. Le yin et le yang, le silence et le chaos vont s'affronter. Oh, ça c'est tout un match. J'ai hâte qu'on en parle, parce que nous, on sait bien entendu qu'est-ce qui est arrivé. Là. Je me retiens, j'aurais le goût de dire... Mais là, je peux rien dire. Non, il faut rien dire. Faut garder ça secret. Yes. Garder ça secret. Donc, il reste 3 épisodes. On va vous parler à chaque épisode de qu'est-ce qui s'est passé. Alors, là, on est prêt. Oh yeah! Là, on est prêt. 2010. Raconte-nous ça. C'était il y a 10 ans, 2010. Ben oui, déjà. Ben oui, c'est ça. Hein? Le 2010, nous, on était déjà dans le jeu depuis quelques temps déjà. On avait vu passer les classiques. Et là, ben, quand même, on peut dire que c'est quand même une grosse année de jeux qui sont sortis en 2010, qui sont, je pense... Pas tous, là, mais pour la plupart dans nos top 100. Oui, effectivement. Effectivement, les jeux dont on va parler aujourd'hui, il y a peu de jeux qu'on n'a pas parlé dans d'autres épisodes. 2010, c'est effectivement une année où on était très, très actifs.
Mais quand je regardais les jeux de sortie, c'est quand même une bonne année. Hein? C'est une année assez solide. On voit que c'était une époque où il y avait un peu moins de jeux qui sortaient aussi. Et de meilleure qualité. Donc, c'est ça qui est ça. Mais il y a quand même eu des chefs-d'œuvre assez exceptionnels là, qui sont sortis en 2010. On veut pas tout spoiler parce qu'on va en parler un peu plus tard. Mais toi, t'avais sorti, je crois... est-ce que c'est la liste des Spiels? Ouais, ben, dans le fond, c'est juste que je trouvais ça intéressant de voir qui avait gagné le Spiel. Je trouvais ça un peu bizarre de voir que c'était Dixit. Ouais, ben Dixit, c'est comme 2008, mais sûrement le temps qu'il soit traduit, probablement. C'est toujours une année plus tard, le Spiel, habituellement. C'est toujours l'année d'après. Est-ce qu'il est sorti à la fin 2018? Puis là, en 2019, il était trop récent. Fait que là, il a été 2008, 2009, 2010. Il est sorti en 2008, trop à la fin. Donc 2019, il n'avait pas le temps d'être là. Peut-être c'était en 2020. Peut-être qu'il n'était pas traduit en allemand. Même s'il n'y a pas de traduction tant que ça. Là. Donc peut-être c'était ça, mais c'est Dixit. Donc on voit qu'on est quand même dans cette lignée-là de chef-d'œuvre. Ouais. Dixit 2010, ça m'étonne pas. Ben sinon, dans les nominés, il y a le jeu Identique que... édité par Asmodee, mais lui, je le connais pas. Sinon, à la carte... jeu de cuisine en temps réel, ouais, non? Je pense qu'il y a un aspect de dextérité, là. Ouais. Ah, dextérité, ok. Roll Through the Age, The Brown Age. Matt Leacock, juste après pandémie, il était dans une belle lancée, hein? Ouais, ben oui. D'ailleurs, si on est pour parler de Matt Leacock, on peut parler aussi de Forbidden Island qui est sorti cette année-là, qui est pour moi la version d'introduction à pandémie. La version light. Ouais, la version light, une bonne version pour familiale, là, des débutants, si on veut, du jeu de société. Et Roll to Day est finalement Fresco, qui est dans la liste, hein, un jeu que j'ai possédé. Un jeu que t'as beaucoup aimé, non? Que t'as beaucoup aimé. Mais que je dirais que je joue plus vraiment maintenant. Mais là, il est pas, là, c'est ça, il est pas dans ton top 5 des jeux 2010, si on en parle là, j'imagine. C'est bien ça, exactement. Jeu de peinture, hein, où on va mélanger les couleurs pour faire des nouvelles couleurs et faire des toiles de plus en plus élaborées. Ben, on fait une fresque dans une cathédrale et notre but, c'est qu'on est toutes une équipe, une crew de peintres et on va essayer de compléter le plus de bouts de mosaïque là, possible pour faire le plus de points et donc remporter la partie. Il y a une couple de mécaniques super intéressantes dans le jeu, c'est assez cute, c'est fluide, c'est bien familial. Ce qui était le fun, c'est aussi que le jeu de base venait avec comme 3 mini-extensions. Donc tu pouvais juste jouer aux versions familiales ou, tu sais, quand tu étais habitué, rajouter là, des nouvelles règles et tout. Puis en plus, bon, je pense qu'il y a une big box, puis il y a plein d'extensions qui sont sorties là, pour les fans, mais tu sais, c'est un bon jeu qui pouvait bien faire les deux, donc être autant un petit jeu familial qu'un jeu pour plus poussé pour gamer. Ça reste que j'ai fait un petit peu le tour là, en ce moment, donc, mais ça reste un jeu que j'ai joué beaucoup. Oui. Super. Fait qu'avant de se lancer dans le top 10, bon, on aura quelques mentions honorables ou moins honorables, des jeux qui n'ont pas fait le top. On a-tu des moins honorables? On fait jamais ça. Non, c'est vrai, il n'y en aura pas. Ça, c'était de la merde. Non. Ok, je vais me lancer tout de suite avec un tout petit jeu que j'ai hésité longtemps à mettre dans mon top 5. C'est le jeu Onirim. Onirim, un jeu solo. Donc, c'était vraiment le début. Oui, ça existait déjà, les jeux solo, mais c'était comme pas vraiment connu. Puis c'est un jeu solo ou à 2 joueurs. Ouais, c'est ça, exact. Mais qui était quand même à la base un jeu solo. Là. C'est un jeu solo, ils ont mis un mode 2 joueurs parce qu'ils se disaient c'est impensable de vendre un jeu solo. C'est bizarre, ouais. Et le artwork de ce jeu-là, le visuel est vraiment intéressant. Là. C'est Elise Plessis. En fait, c'est que ce duo-là ont fait 3 jeux. Onirim était le premier de cette série de petits jeux de cartes solitaires ou à 2 joueurs là, coopératifs. Donc Onirim, c'est un jeu dans lequel on est dans nos rêves. On est dans le monde du rêve, on essaye d'ouvrir des portes, d'éviter les cauchemars. Tout petit jeu de cartes et de prise de risque, magnifique, bien conçu, intelligent. Je l'ai pas mis parce que je trouve que c'est un jeu qu'après
mettons, une quinzaine de parties, on a peut-être un peu moins le goût d'y revenir. Contrairement, mettons, aux mêmes jeux de la même série qui ont sorti par la suite. dont on reparlera peut-être dans 1 an ou 2. Mais c'est quand même, ça mérite une mention. C'est un tout petit jeu de cartes, vraiment beau, fait avec une genre... Le dessin, c'est comme des aquarelles. Vraiment, là, c'est un jeu qui vaut la peine au moins d'essayer. Je pense d'ailleurs qu'il est... il est disponible sur Android maintenant. Oui, gratuitement, si je me trompe pas. Ben oui, puis ça, j'ai joué il y a pas longtemps, puis ça m'a comme remis dedans. Ouais. Je trouvais ça bien cool là, de voir qu'il était disponible. Ça joue super vite. Je jouais à ça en attendant le bus, dans le temps où on pouvait prendre les bus. Donc vraiment, Onirim, là, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Ouais, bon choix. Bon... Il y en a quand même pas mal, tu sais. Il y en a quand même pas mal. Hein? Il y a un jeu que bizarrement on n'a pas mis dans notre top, les deux. C'est un autre jeu de cartes de Antoine Boza et c'est le jeu Anabi. Oui, effectivement. Tu as-tu pensé à le mettre dans ton top? Oui, écoute, je voulais le mettre, c'est juste que là, c'était dur. C'est ça. Je sais pas trop quoi dire. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai joué beaucoup, mais peut-être que je joue moins les dernières années, puis ça me disons, passionne un peu moins que les autres jeux qu'on va parler plus tard. Ouais, ben c'est un jeu qui fait appel à une mécanique, on a déjà parlé, la mécanique de la mémoire. Et de la déduction coopérative, là, mettons. Là, mais c'est un jeu qui peut donner place à un peu de frustration. L'idée est excellente, le jeu est vraiment intéressant. Peu de comparables à ce jeu-là. En plus, c'est vraiment comme une idée nouvelle de tenir en plus ses cartes à l'envers. Ça, c'est vraiment cool. Plein de bons points. Je l'ai pas mis non plus dans mon top parce que c'est pas un jeu... en fait, c'est que j'ai aucun groupe avec qui je joue à ça. Donc c'est sûr que ces jeux-là, déjà c'est dur pour moi de les mettre dans mes tops quand je les joue pas. J'ai pas de groupe pour jouer à ça. Ça fit pas dans mes différents groupes de jeux. Mais je reconnais quand même que c'est un incontournable de l'année 2010. Yes. Ensuite, je vais y aller avec deux jeux qui sont de la même compagnie. C'est deux jeux que j'ai possédés aussi et que je ne possède plus maintenant, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est le jeu Flash Duel et Puzzle Strike. C'est des jeux de la compagnie qui s'appelle Surlin Game. Ils ont aussi fait Yomi, qui était dans la même série, et c'est tout un univers en fait avec des combattants. Puis c'est tous les mêmes personnages qui reviennent d'un jeu à l'autre. Ah, c'est intéressant. On a rarement vu ça, j'ai l'impression. Exact. C'est pas quelque chose. Ouais, c'est pas quelque chose qui est très connu, tu sais, de réutiliser comme de créer une franchise. Puis après, d'ailleurs, en 2016, je crois, ils ont sorti un 4e jeu de cette série-là qui s'appelait Codex, qui a un peu moins bien fonctionné. Mais tu sais, Yomi, c'était le premier. C'est une grosse boîte, ça. C'est massif. Codex, c'est très gros. Très gros, ouais. Okay. Puzzle Strike, qui a été longtemps parmi mes jeux préférés, en fait, c'est un bag building game, donc avant Orléans et presque en même temps que Dominion. Là. Quand Dominion sortait et que tout le monde capotait ses deck building games, ben, est sorti Puzzle Strike qui, eux, disaient c'est de la merde les deck building games, t'es tout le temps en train de brasser tes cartes. Alors eux, ils ont pris l'idée de ok, on va faire un sac dans lequel il y a des jetons, puis nos cartes, ça va être des jetons. C'est quand même des assez gros jetons avec beaucoup de contenu dessus. C'est pas un petit jeu. Le truc de Puzzle Strike, c'est que c'est un jeu... tu sais, vous connaissez ça, Pokémon, Puzzle, Dr Mario, tu sais, tous les jeux où tu fais des blocs puis t'envoies ça, tu mets des couleurs ensemble puis ça envoie des blocs à ton adversaire, là. Ouais, ben, ou Tetris à la limite aussi, là. Ouais, Tetris, mais où les modes où quand tu fais des combos, ça l'envoie des blocs à ton adversaire, tu sais, fait quoi, exactement dans la même lignée. C'est un jeu comme ça, ok, tu vas piger de deck building, tu vas piger tes petits ronds, tes petits jetons, tu vas les assembler dans ton plateau là, qui ressemble vraiment à un truc de Tetris là, où les pièces descendent. Et quand tu fais des combos, t'envoies ça à ton voisin de gauche. Donc c'est un deck bag building
compétitif où t'attaques toujours ton voisin de gauche. Là, si ton voisin de gauche est mort, ben t'attaques l'autre voisin plus loin, t'sais. Donc, c'est un backbuilding compétitif où il y a vraiment de l'interaction directe entre les autres parce que tu gagnes pas comme dans Dominion en faisant des points. Tu gagnes en éliminant tout le monde. Mais tu choisis pas qui t'attaque, t'attaques ton voisin de gauche. Et ça, je trouvais que c'était un jeu à ce moment-là qui était très rafraîchissant. Un jeu confrontation, mais où tu décides pas qui t'attaque, et backbuilding très bien fait avec beaucoup de personnages différents, de jetons différents qui changeaient la façon de jouer. Ce jeu-là était pour moi extrêmement rafraîchissant à cette époque-là. Je l'avais acheté. Puis, excuse-moi, mais il est encore pas inédit, mais c'est vraiment encore un jeu particulier malgré tout, là. Oui, il y a très peu de comparables parce que ça mélange plein de genres différents. Puis c'est ça, c'est encore très, très rafraîchissant. Mais là, il y a eu plusieurs versions de ce jeu-là et là, tu nous disais que tu t'en étais débarrassé. Ouais, ben là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, quand ce jeu-là, je l'ai vu, ok, j'étais excessivement excité, je me le suis procuré, j'étais vraiment content. Un an après, à peu près, que je l'ai acheté, ils sortent une deuxième édition. Après ça, ils ont même sorti une troisième édition. Et en fait, ça me tue à chaque fois. J'ai vraiment de la difficulté avec cette façon de faire. Parce que c'est comme si tu disais aux gens qui ont l'ancienne version, mais on a sorti une meilleure version du jeu. Plus balancée, plus fair, puis tout ça. Puis là, tout est comme, ok, mais là, avec ma version, je fais quoi? Parce que là, probablement, elle n'a plus aucune valeur sur le marché. Non, c'est Parce ça. que, ben, la nouvelle version, pourquoi quelqu'un voudrait l'ancienne qui est pas balancée, puis qui a des bugs, puis qui est moins bonne? Fait que, ça a détruit mon désir de jouer à ce jeu-là. À un certain point, j'avais le goût d'acheter la troisième édition. En fait, j'avais le goût d'acheter la deuxième édition. Et là, ils ont sorti une troisième édition. J'ai dit non, je m'embarque pas là-dedans. Ça me fait pas plaisir. Et ils ont fait ça aussi avec Yomi, là, qui est un autre jeu de leur franchise. Je crois même qu'ils ont fait ça avec Codex aussi. Et ils ont fait ça avec Flash Duel. Ils ont fait ça avec tous leurs jeux. C'est une compagnie qui prenne l'approche, genre, on va sortir un update, comme sur les jeux vidéo, mais c'est pas un vrai update, on fait juste sortir une meilleure version du jeu. Et ça, pour moi, c'est un peu décevant, surtout que souvent, il n'y a pas énormément de changements entre ces versions-là. Là, je sais pas exactement c'est quoi, mais des fois, ça va peut-être être, mettons, 10 tokens dans le jeu qui ont changé une face. Fait que là, est-ce que ça serait pas possible de vendre une genre de feuille avec des collants dessus que tu peux imprimer ou même acheter la feuille, coller ça sur tes jetons et remplacer la version de ton jeu, tu sais, updater ton jeu pour de vrai au lieu de le jeter puis d'en acheter un autre. Et ça m'a vraiment déçu. C'est une compagnie que j'adorais, en fait. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un modèle un peu particulier. Si on pense à d'autres jeux qui ont eu plusieurs versions, on s'entend que les nouvelles versions n'ont pas été éditées à 1 ou 2 ans d'intervalle de la première. C'était pas genre on va fixer des... C'est ça, c'était comme une version de luxe ou un gros remake. Mais tu sais, quand je pense à Twilight Imperium, je pense qu'il y a des modifications, il y a de l'amélioration de version en version, mais ils sortent pas à 1 an d'intervalle, tu sais. C'est ça, là c'est comme, on sort un jeu, on se rend compte finalement qu'il y a comme quelques cartes qui sont overpowered dans le jeu, fait que là, on va sortir une autre version qui corrige ça, tu sais. Mais... tu sais, c'est du carton, là. Je veux dire, tu peux pas juste faire l'update, là. Il y a des gens qui les ont, ces boîtes-là, là, puis c'est gâché. Ouais. Donc, j'avais le jeu Flash Duel, qui était de la même compagnie, sorti en 2010. Tout petit jeu de cartes où t'es deux magiciens. En fait, t'es un team de magiciens qui se battent sur un pont. Puis c'est vraiment cool parce que, tu sais, genre, tu te bats sur un pont, puis tu veux en fait pousser l'autre à l'autre bout du pont ou atteindre le centre, là, mais puis c'est un petit jeu de cartes où tout le monde a des cartes similaires, puis là tu vas comme tu sais, un peu roche papier ciseaux, là, tu mets une carte contre l'autre puis t'espères le mind game, là. Ça marchait très bien aussi. Et même chose, sorti une deuxième édition 1 an plus tard. Et en fait, pas ça m'a dégoûté, ben j'avais presque plus le goût de m'investir dans ce jeu-là parce que là, t'es comme, ah mais là on joue avec tel personnage, mais finalement, même les gens qui ont fait le jeu me disent que c'est pas la bonne version, fait que ça te démoralise un peu. Ah non, c'est clair. C'est clair. C'est assez particulier. Il continue à faire ça.
Ben, là, en fait, depuis 2016, ils n'ont plus fait de jeu. Mais depuis, avec leur dernier jeu... Codex, c'est ça? Ouais, avec Codex. Mais Codex, il y a eu aussi ça. Une version révisée, là, ou je sais pas trop. Mais c'est vraiment une compagnie qui flirtait entre le jeu vidéo et le jeu table. D'ailleurs, si je me trompe pas, tous leurs jeux ont été mis en jeu vidéo sur leur site web. Donc avec un genre de... Ouais, ben, c'est ce que j'ai cru voir. Codex, j'ai jamais joué à la vraie version, mais j'ai déjà joué en ligne sur une version que eux avaient release. Ok. Finalement, ben, c'est une compagnie... En 2010, c'était peut-être ma compagnie favorite. C'est fou, hein, parce que ça me rappelle ces souvenirs-là. Ils avaient sorti un jeu qui était... Je sais pas si c'était en print and play, parce que je l'ai jamais acheté ce jeu-là, mais c'était le jeu Chess 2 de Sequel. Alors, très 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 prolifique. Tous ces jeux-là que je vous ai nommés d'ailleurs sont faits par le... Et là, je veux juste pas vous dire n'importe quoi, là, je valide l'information, mais c'est fait par le même auteur, qui est David Sirlin de Sirlin Game, bien entendu. Et Chess 2, c'était en fait un remake des échecs. Moi, j'avais une version PDF de ce jeu-là, parce que c'est un remake des échecs. Fait que tu jouais avec un jeu d'échecs normal. Mais ça changeait les règles des échecs. Et c'est... Il y en a plein, hein, des jeux qui ont changé les règles des échecs à travers les années. Pour moi, Chess 2 était probablement l'un de ceux qui l'a le mieux fait. Ça changeait les règles d'une façon assez particulière. Et ça rajoutait des factions. Puis tu choisissais ta faction au début du jeu. Et dans le fond, toi, ta faction, mettons, ton cavalier, il se déplaçait pas pareil comme le mien. Puis les pions dans ta faction, toi, il y avait un bonus. Mais c'était pas trop complexe, tu sais. Chaque faction avait son bonus qui était quand même assez compréhensible. Et il y avait des règles de base qui étaient modifiées sur les échecs pour changer la fin de la partie. Il y avait d'autres manières que la game se finisse. Ok. Nice. Et on jouait quand même pas mal aux échecs, plus à ce moment-là que maintenant. Et on avait joué quand même beaucoup à Chess 2 de Sequel, qui était de Sirlin Games aussi. Alors vraiment une grosse année pour cette compagnie-là, 2010. 3 jeux que j'ai adorés, auxquels je ne joue plus du tout maintenant. Ok, ben il en reste encore quelques-uns. Ouais, ben vas-y, lance-toi sur tu veux-tu en faire 2-3 en rafale, là? Ouais, des petits jeux. Donc, premier jeu, Mr. Jack Pocket. Donc, la version portative de Mr. Jack, fait par Bruno Catala. Donc, un bon petit jeu là, à 2 joueurs de déduction que j'ai beaucoup aimé. Sinon, un jeu de rapidité. Écoute, un jeu de rapidité que j'ai montré énormément, que je pouvais ne pas en parler, c'est bien sûr Ghost Blitz. Un classique. Un classique. Ben, c'est ça. Excellent petit jeu de rapidité, tout le monde comprend vraiment vite. Puis c'est bien le fun. Et finalement, un autre petit jeu, Zombie Dice. Donc, dans cette lignée de jeux avec juste des dés dans un petit gobelet. En fait, c'est vraiment juste ça, le packaging du jeu. Un gobelet avec des dés dedans dans lequel on va devoir... on est des zombies, hein. Il va falloir manger des humains, des cerveaux. Et essayer de ne pas se faire capturer là, ou tirer dessus par les villageois. Donc, puis c'est un jeu qui reprend un peu la mécanique là, de Yahtzee. Là, donc tu roules les dés, tu les reroules 3 fois durant ton tour, puis il y a des dés qui vont être bloqués. Ça rappelle un peu King of Tokyo aussi, mais ultra simplifié, mettons. Là. Ouais, fait qu'il y a le petit aspect de pousse ta chance là, dans ça aussi. Donc c'est un... Dans les classiques, là, des bons petits jeux de dés de 2010. Super. Je vais y aller avec un jeu qu'on n'a pas joué. En tout cas, moi, j'ai pas joué. Mais on s'en est fait parler par PPP7 la première fois, il n'y a pas très longtemps. Et je trouvais que ça avait l'air vraiment original comme jeu. C'est le jeu Photo Party. Ouais. Dans lequel on va faire des selfies pour... en fait, on va faire des photos avec un vrai téléphone, là. Un vrai téléphone. À cette époque-là, en 2010, d'après moi, c'était une caméra. Parce qu'eux, ils parlent d'un trépied même dans les explications. Là. A tripod is really useful. Mais maintenant, avec les selfies puis les selfie sticks puis tout, il n'y a pas de stress.
mais on va essayer de reproduire le plus exactement possible une image, donc de comment les personnages sont placés sur une photo. Je trouvais ça vraiment très ingénieux comme idée. De là à ce que ce soit un vrai jeu, ça c'est questionnable, mais j'ai vraiment le goût de l'essayer en fait. Ouais, ben c'est un bon jeu à jouer en party, j'ai l'impression. Tu sais, parce que c'est Dans pas un vrai party, ouais, c'est ça, dans... parce que c'est pas un jeu de table, là, t'es pas assis, là, c'est un jeu où tu fais des acrobaties, tu sais, t'as des positions bizarres, fait que là, ça demande du mouvement et tout, donc ça prend de la place aussi, là, tu sais. Exact, absolument. Mais quand tu parles de ça, on va parler d'un autre jeu parlé par PPPP7, c'est Cyrano. Cyrano, ben oui, le jeu de poésie. Le jeu de poésie sorti en 2010. Encore une fois, non, on l'a pas joué, mais c'est bon de noter qu'il est sorti en 2010, qui est un jeu de poésie qui a l'air assez intéressant. En fait, on voit que là, on pourrait peut-être comparer à maintenant, je le sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de risques qui étaient pris. C'était comme, ben, c'est une nouvelle décennie, lançons-nous dans la folie. Ouais, hein, c'est fini ce temps-là. Ouais, maintenant, c'est... Ben, en même temps, il y a quand même des risques qui sont pris, là, mais c'est vrai. Ben, je vais te laisser parler du dernier jeu, JF, peut-être de cette première séance, oui. de cette mention honorable. On a parlé un petit peu tantôt, je sais que tu voulais en parler. Ben, c'est ça, exact, juste pour rajouter au fait qu'on parlait des jeux de société sandbox, ben, Merchant and Marauder, sorti en 2010, et... je dirais, à ma connaissance, un des premiers jeux de société qu'on a appelé là, un sandbox. Comme on a dit plus tôt, en effet, on n'a pas nécessairement le feeling de sandbox, même si oui, on est libre de faire les actions de nos choix. Ce jeu, je l'ai trouvé très thématique, il est vraiment beau, il est le fun, t'as envie d'embarquer dedans. Mais pour moi, l'expérience a été juste complètement gâchée à cause du hasard, là. En gros, c'est un pick-up and delivery, mais si t'es pas chanceux dans les ressources qui apparaissent, tu peux être vraiment mal pris dans le jeu. Donc, je trouve qu'au niveau des mécaniques, au niveau de la lourdeur des mécaniques, ça avait fait un peu son temps. Par contre, pour les gens qui adorent les mécaniques et ça leur dérange pas, qui adorent les grosses thématiques comme ça, immersives, ça reste un excellent jeu, un très bon jeu intéressant. Comme je disais, il y a des NPC qui vont nous courir après si on est des méchants. Et évidemment, il y a plusieurs nations, là, donc la France, l'Angleterre. Tu peux être considéré comme un vilain contre la France, mais pas contre l'Angleterre. Donc, il y a tout ça là, qui est quand même aussi intéressant. Mais c'est ça, Merchant Marauder, premier, si on veut, sandbox, pas tout à fait concluant. Va plaire à certaines personnes, mais vraiment pas à tout le monde. Mais tu sais, c'est le genre de jeu que je finis le jeu puis je sais comme, j'aurais vraiment aimé ça, tu sais. Ben, t'aurais aimé ça que ce soit bon. Ouais, j'aurais vraiment aimé ça, puis que ce soit à la hauteur de mes attentes. C'est un jeu qui avait fait énormément de bruit quand il est sorti. On en avait parlé beaucoup. C'est un jeu qui avait été... Tu l'as possédé, si je me trompe pas. Ouais, je l'ai eu quand même un certain temps. Encore une fois, un jeu, comme t'as bien dit, j'aurais vraiment aimé ça. Mais au-delà de ça, j'aurais aimé ça que ce soit bon. C'est un jeu qui était... Mais c'est un jeu qui aurait tout le potentiel d'être refait maintenant, d'être juste... D'avoir sa version 2, là. Si une version 2, ça fait 10 ans, là. On va l'accepter. Ouais, on peut l'accepter. Tu sais, une version à la Western Legend, justement, tu n'as pas besoin que ça soit le jeu le plus stratégique, puis tout ça, mais c'est vrai que c'était un jeu où tu avais des quêtes, puis les quêtes étaient très, très circonstancielles, donc tu avais l'impression de faire très peu dans ce jeu-là, alors que ça durait 3 heures, tu sais. Fait que c'est ça qui est toujours un peu dommage quand tu joues une game de 3 heures, puis tu as 3 points à la fin, tu sais. Puis c'est exactement ça, Merchant and Marauder. Mais le concept était super beau. Le jeu, pour l'époque, 2010, c'était un des très beaux jeux cette année-là qui est sorti aussi. En fait, c'était un des gros buzz, là, Merchant and Marauders. Ça avait tout le potentiel. On voit que ça n'a pas livré la marchandise parce que c'était un peu tôt dans les jeux narratifs. On dirait que c'était pas encore là, quelque chose qui était que les gens connaissaient, que les designers avaient de l'expérience à faire, que les éditeurs savaient comment le mettre en place. Fait que c'était très Ameritrash classique, là, même si le jeu était un peu différent de ça. Le feel, au final, c'était beaucoup basé sur le hasard. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu décevant, mais
On attend la version 2 avec impatience. Eh bien, maintenant, on est là pour les choses qui n'étaient pas décevantes. Top 5. Des jeux sortis en 2010. Alors, numéro 5. C'est moi qui commence vas-y maintenant, donc, ben oui. C'est ça, ok, ça. Je pensais qu'on avait comme inversé, oui, c'était plus sûr. Là, après 8 saisons, c'est ça, on avait inversé. Donc, mon numéro 5, c'est un jeu qui m'a tellement amusé, qui m'a tellement... et avec lequel je m'amuse beaucoup encore, mais un des jeux que j'ai le plus déliré en jouant, c'est le jeu Lords of Vegas, un jeu dans lequel on incarne des magnats de casino, début du siècle pratiquement, dans lequel on va créer la ville de Las Vegas, on crée le strip de Las Vegas, on crée nos casinos. La particularité de ce jeu-là, bon, c'est un jeu de dés dans lequel il y a énormément de dés, qu'on va rouler des dés. Nos casinos sont représentés par des dés qui représentent la valeur de notre casino. On peut les merger ensemble, les rendre plus gros. C'est un jeu d'immobilier, mais c'est surtout un jeu d'échange. Oh là là. C'est statué. On peut échanger ce qu'on veut dans ce jeu-là. On peut échanger ce qu'on veut dans ce jeu-là. Et, tu sais, nous, on avait poussé ça où on avait rajouté des règles de paris supplémentaires. On jouait à ça des fois costumé. On avait même créé notre propre extension où on avait des personnages qui avaient des pouvoirs. Mais au final, c'est juste un gros jeu de trade. Beaucoup de hasard, beaucoup de chance, mais c'est un jeu de construction de ville et d'échange. Tu peux échanger tes casinos, faire les deals les plus tordus. J'ai joué beaucoup à ce jeu-là. En fait, c'est un des jeux probablement dans le top 20 des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie. Et bon, pas que je m'en lasse un peu. Il y a quand même certaines petites limitations quand tu as joué plusieurs parties. Mais vraiment, Lords of Vegas, un incontournable des jeux d'échange et de construction de ville. Je me rappelle qu'une fois, on était en voiture pour aller, je sais pas où, à 2 heures de Montréal, si on veut. On était 3 dans la voiture et pendant 2 heures, tu nous as parlé de Lord of Vegas, mais non-stop. Puis j'exagère pas, là. On n'a pas changé de sujet. T'en as parlé pendant 2 heures. De toutes les façons possibles. Je pouvais pas croire que je suis arrivé de dire tabarnak, on a parlé juste de ça pendant tout le trajet. Pendant 2 heures complètes! Donc, on a-tu joué ou... Non, on n'a pas joué, on n'allait même pas gamer, je pense. Je me rappelle plus, Tu te rappelles pas de ça? Ça me dit vaguement quelque chose. 2 heures! Ça me dit de quoi? 2 heures de Lord of Vegas. Hey, ça aurait pu être un épisode de podcast. Dans le temps, on faisait pas de podcast, mais non, ça aurait pu. C'est vrai. 2 heures. En bagnole, Lord of Vegas parfait. en bagnole. Hey, ça aurait été parfait, ça. Super. Donc, je me rappelle avoir joué une fois, mais je suis pas aussi fan des jeux de trade que toi, donc j'ai pas embarqué dans le délire. Mais ça me surprend qu'il soit juste numéro 5. C'est à cause du temps, ben... c'est à cause qu'il y a un peu... À cause que ce jeu-là, il y a quand même c'est que c'est un jeu de roulement de dés, donc il y a un peu de hasard, mais le dernier jour... La fin de la partie est variable. Fait que, tout dépendant comment la fin de la partie arrive, le dernier joueur a souvent un très très gros avantage. Quand la partie est serrée, là, puis là tu joues avec les mêmes personnes souvent, puis que là tu commences à faire des parties très serrées, c'est pas rare que c'est le dernier joueur qui gagne parce qu'il est le dernier joueur. Donc ça c'est un peu, tu sais, après ça, tu sais, prenez pas ça, tu sais, laissez-vous aller à faire quand même des parties, mais ça c'est un problème qui peut survenir quand tu as joué beaucoup avec les mêmes personnes puis que c'est très serré. C'est quelque chose qui peut arriver assez régulièrement après, donc ça rendait toujours l'expérience un peu moins le fun, puis éventuellement on l'a comme délaissé à cause de ça, tu sais. De temps en temps on le ressort puis on fait une petite game quand même là. Costumé. Ben oui, c'est clair. Mon numéro 5, c'est un jeu qu'on a parlé beaucoup et c'est de l'auteur, notre chouchou, le chouchou de l'épisode ici, c'est Expédition Northwest Passage. Jeu que j'avais pu tester à sa sortie, que on avait même rencontré l'auteur à cette époque. Je pense pas que je vais plus m'attarder sur le jeu, on en a énormément parlé déjà, mais c'est un jeu qui
en fait, à partir du moment où il est sorti, il a toujours été un peu underground ou un peu sous-estimé, à mon avis. C'est encore le cas. C'est un jeu qui n'a pas vraiment fait beaucoup de grosses vagues, mais qui amène quelque chose, je trouve, assez particulier et intéressant au niveau des mécaniques. Absolument, c'est un jeu qui est très difficile de comparer. C'est très difficile de comparer ce jeu à d'autres choses. Yves Tourigny, je sais pas, il a popé ça d'où. C'est un jeu qui est très narratif aussi. Hein? C'est un jeu qui raconte une histoire, même si c'est pas un jeu avec plein de cartes puis du texte. Il n'y a aucune carte, il n'y a rien. Mais il y a une histoire, il y a un scénario dans le jeu et tu le ressens. Aucun feeling dans un jeu que de sortir ton traîneau à chien et de partir sur la glace en laissant ton bateau derrière. Yeah! Et aucun feeling de devoir retourner au point de départ sans bateau sur la glace, en traîneau là, sur la glace, puis laisser ton bateau en plein milieu de l'eau parce que là ça a fondu puis tu n'as plus accès. Là, tu reviens, là, le roi, il est comme, hey, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi t'as pas ramené le bateau? Là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu mal calculé. Je pensais qu'à notre retour, ça allait être encore glacé. On est quand même dans l'Arctique, mais... Et un des systèmes d'exploration de géographie les plus raffinés, les plus élégants, moi, ça me fait capoter. En fait, chaque fois là, que je pense à ce système-là, j'ai des frissons. Ouais, tu fais des points en plus pour compléter des îles. Tu fais des points pour compléter des îles. Je l'ai pas dans mon top 5, mais probablement qu'il est là. Ouais. Psychologiquement, il est là. J'ai hésité longtemps à le mettre ou non. J'ai vu que toi, tu l'avais mis, fait que j'ai décidé de pas le mettre. Mais Lord of Vegas, Expedition Northwest Passage, là, c'était pratiquement à pied d'égalité. Numéro 4. Alors, sans contredit, si on se fie au ranking de BGG, c'est le meilleur jeu sorti en 2010. C'est un jeu qui est encore tellement actuel de nos jours. Il y a encore des extensions qui sortent cette année. C'est bien entendu le chef-d'œuvre d'Antoine Bauza, Seven Wonders. Un des jeux qui a mis le draft sur la map aussi. Un jeu à 7 joueurs qui jouait aussi vite à 7 qu'à 3. Vraiment, ça, c'était complètement nouveau. Là, jeu de civilisation de cartes à 7 joueurs qui dure 30 minutes. Même à ce jour, ça n'existe pas. En fait. C'est encore un ovni. Puis ce qu'on a fait avec le draft, c'est qu'on l'a réduit pour en faire des Sushigo au lieu de l'étendre. Mais Seven Wonders se positionne encore comme un incontournable. Je ne l'ai pas dans ma collection et ça manque dans ma collection. Seven Wonders, en plus, c'est un jeu que... C'est bizarre parce que c'est un jeu que je n'aimais pas en 2010. C'est un jeu que ça m'a pris du temps à l'aimer. Et après ça, plus j'y joue, plus je l'aime. Et c'est pas un jeu que je joue beaucoup, je l'ai pas, mais ça arrive de temps en temps, je me retrouve face au jeu, des fois en ligne, des fois en personne. Puis à chaque fois, je suis comme, oh shit, comme c'est bien fait ce jeu. Et c'est pas un petit jeu, là. C'est peut-être ça son gros, mettons, point tournant, c'est que c'est pas un jeu vraiment facile d'accès et simple. Non. Même si c'est un jeu pour 7 joueurs qui dure 30 minutes. Fait qu'il se trouve, on va le dire, dans la craque. Parce que pour gamer, des fois, bon, c'est un peu trop simple. Mais en même temps, si t'es 7, c'est quand même vraiment cool. Mais c'est un jeu que j'ai toujours de la misère à amener à des gens qui sont, mettons, moins gamers. Même si c'est un jeu qui est présenté comme un jeu familial. Fait que c'est peut-être ce qui lui... En même temps, il est 54e sur BGG 10 ans plus tard. Je dis ce qui lui nuit. Il n'y a pas grand-chose qui nuit à ce jeu-là, là, on s'entend. Mais c'est ça, il est comme entre deux catégories de jeux. C'est un jeu pour gamers qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais Seven Wonders, avec les extensions qui continuent de sortir, Armada qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça continue de se raffiner, ça continue d'être intéressant. 2010, c'est un gros flash là, qu'on continue de voir les répercussions encore à ce jour. Des tournois de Seven Wonders, il y en a eu beaucoup. Puis, il y en a eu énormément. Puis c'est ça, la compagnie aussi était très impliquée dans la promotion, dans promouvoir là, les tournois de ce jeu. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je n'étais pas particulièrement fan au début. Quand il est sorti, nous, c'est trop léger pour nous. Là, à l'époque, on était des gros gamers, Fait que c'était pas de notre niveau, mais avec le temps, j'ai apprécié.
commencé à l'apprécier. Je joue pas beaucoup. C'est pas nécessairement un jeu, je l'ai pas non plus. Je l'ai pas nécessairement poussé, mais tu sais, là tu m'en parles. Si on était un à côté de l'autre avec le jeu pas loin, tu sais, je me ferais une game là. Ah, c'est ça, exact. C'est ça qui arrive de Seven Wonders, je trouve. Et c'est un jeu aussi qui a tellement de stratégies différentes, tellement de variétés. Tu peux jouer des games complètement militaires, t'en fous, de la tech, de la culture. Il y a une belle thématique aussi autour de ça. C'est un gros jeu de civilisation. C'est un jeu de civilisation, là, puis tu crées ta civilisation, même si c'est une espèce d'abstraction. Ouais. Exact. Puis, c'est ça, puis il amène en plus du draft, tu sais, le fait que tes ressources, tu les construis, tu les gardes de tour en tour. Il amène comme une couple de concepts qui n'étaient pas intuitifs avant ou qu'on faisait pas comme ça, puis maintenant, ça a comme ouvert des portes. Donc, moi, je l'ai pas mis dans mon top parce que je l'ai pas joué assez, justement, puis c'est pas un jeu que j'ai eu l'occasion de jouer assez souvent. Mais je reconnais là, la force là, du jeu. Puis comme tu dis, hein, un peu dans la craque, mais malgré tout, il y a quand même eu un gros buzz. D'habitude, ces jeux qui sont un peu entre deux, au contraire, sont plus poussés dans l'oubli. Mais lui, il était assez révolutionnaire pour être marquant. Là. Ouais, puis il est encore actuel, il est encore significatif. Et c'est probablement en 2010 le jeu qui a fait le plus gros écho qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Là, 10 ans plus tard, on observe là, qu'est-ce que ça l'a créé, puis ça l'a enfanté plein de petits jeux à gauche, à droite, plein de jeux plus gros se sont inspirés aussi. Donc, vraiment, c'était pas rien. Là. Non, exact. On était encore à une époque où on avait des nouvelles mécaniques. Oh. Ok, numéro... Il est tout gris. J'ai dit blasé, mort en dedans un peu. Ouais, non, je comprends, c'est correct. Je respecte ça. Mon numéro 4, c'est un jeu particulier, un jeu d'alpinisme et un jeu que j'aime beaucoup jouer, même en solo. C'est K2. K2 où nous avons deux trekkers, deux personnes que nous allons essayer d'amener au sommet de la montagne sans qu'ils meurent. Parce que oui, c'est un jeu où si tu n'as pas assez d'oxygène, tes personnages peuvent mourir. Et ça, c'est très, très, très dramatique pour le jeu. Si un de tes personnages meurt, c'est sûr que tu gagnes pas, à moins que tous les autres joueurs perdent aussi un personnage. Ça, il faut se le dire, c'est vraiment cutthroat. Ouais, c'est clair, là. C'est la mort. C'est la mort. Puis, tu sais, être sur le sommet, tu peux pas y être longtemps, hein? Tu t'en rappelles, hein, Simon? Ouais, je m'en souviens. Toi, tu m'as introduit à ça il y a pas si longtemps, mais c'est violent. Là, c'est vraiment violent. Toute ta première game, tu te rends pas compte à quel point c'est tight. Tu te dis, ah ouais, je vais pouvoir monter et descendre sans problème, mais non, c'est vraiment... Il faut que tu ailles comme bien prévu ton coup. Puis ce que j'aime, c'est que tu sais, les cartes, tu les connais. Dans le sens que c'est toutes les mêmes. On a toutes les mêmes cartes, c'est juste qu'on pige dans notre paquet. Puis là, je me rappelle plus combien, mais il y en a comme exactement 16. Tu sais, il me semble que c'est 16. Là. Puis là, tu sais qu'à tous les tours, tu vas en piger 2, que tu vas devoir en choisir 3. Tu vas en piger 3, que tu vas devoir en choisir 3. Que les 3 que tu n'as pas choisis vont être dans ta main pour le prochain tour, tout ça. Fait qu'il y a comme une sorte de prévision de « Ah oui, ma carte de déplacement 3 n'est pas encore sortie. » Il y en a juste une, là il reste comme 4 cartes, donc il y a des bonnes chances que j'aille au prochain tour, donc là ça serait peut-être le moment que je fasse telle chose, parce qu'en ayant 3 je peux le faire, donc c'est comme quand tu commences à vouloir là, comme performer si on veut, là, ou à pas faire mourir tes personnages et à essayer de les amener au top, il faut vraiment que tu calcules comme ça. Là. Oui, oui, absolument, et moi ce qui me marque surtout, là, c'est que je regarde Expedition Northwest Passage, K2, c'est des jeux qui ont beaucoup de choses en commun, même si au final, ils sont tellement différents. Là. C'est vrai, hein? Mais c'est des jeux, et là, ça va sembler un peu bizarre, mais j'essaie de trouver vraiment, j'essaie d'y penser, je sais pas encore comment le matérialiser, mais c'est des jeux narratifs. C'est des jeux qui ont une vraie histoire dans le jeu. Et cette histoire-là va se déployer sous tes yeux, mais d'une façon un peu différente chaque fois, mais quand même toujours pareil. Ben, on est toujours en train d'escalader une montagne et de revenir, et d'essayer de monter. Mais je pensais que tu allais dire justement, comme une des particularités, c'est que les deux jeux
tu dois aller à quelque part et tu dois revenir au point de départ. Mais est-ce que c'est ça qui crée le feeling que tu as un scénario? Peut-être que oui. C'est juste que pour moi, c'est des jeux qui ont, au-delà de oui, tu vas quelque part, tu reviens, il y a une histoire et tu la sens quand tu joues. Donc, c'est des jeux qui sont très thématiques, mais tu sais, c'est pas genre du médiéval fantastique où là, tu te bats contre des dragons, puis tout, où t'es dans l'espace, puis c'est vraiment comme c'est une histoire. C'est vraiment une petite histoire très claire. C'est comme, il est arrivé telle chose, faut qu'on aille là, faut qu'on revienne, mais... Ça va être tout le temps pas mal la même chose, mais les variations de les actions des joueurs, tout vont créer, c'est ça, c'est lignes narratrices différentes, mais c'est sûr qu'on est loin des jeux qui qui infusent naturellement un peu de la narration, parce que là, c'est très, très, très limité à... C'est ça le thème, c'est ça qu'on fait, là. Il n'y a pas 1000 options possibles, mais... ouais, je suis d'accord. On peut bien filer là, le thème, puis c'est le genre de jeu qui pardonne pas, hein. Donc, petite erreur peut être vraiment dramatique, mais qui contribue quand même au plaisir du jeu et à cet effet là, de narrativité. En fait, c'est deux jeux, effectivement, qui pardonnent vraiment pas, en plus. Fait que... Mais ça, c'est l'époque. C'est l'époque, hein. C'est de moins en moins vrai, ce concept-là. Mais oui, à l'époque, ça pouvait... Il y avait beaucoup de jeux que tu pouvais faire des moves et genre complètement chier ta game. C'est ça. Ouais, mais ça me rappelle... en fait, j'ai eu quelques cours de game design et bon, tu sais, j'avais... bon, tu fais du game design, tu fais des jeux, tout ça. Puis à un moment donné, on est arrivé, il y avait une de nos profs qui était une jeune prof de game design. Elle sortait de l'école et elle était très dans la théorie du jeu et dans ce que les gens veulent, puis c'est quoi le... Et c'était drôle parce que tu faisais un jeu, puis là tu te disais, à un certain point, mettons, le personnage il meurt, puis là ben, c'est la fin de la game, tu sais. Puis là elle disait, mais il arrive quoi après? Ben après, tu recommences, puis t'as pas réussi, tu sais. Non, faut qu'il y ait une alternative si t'es pas capable. Et là, je me dis, ça, c'est vraiment les milléniaux. Hein. Tu sais, si t'es pas capable, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Au lieu juste de réussir, qu'est-ce que t'es supposé de faire? Ben, on va donner un autre chemin. Puis là, si ça fait 4 fois que tu le réussis pas, ben là, dans le fond, tu peux passer à travers puis aller plus loin dans l'histoire. Donc, il y a aucun frein au jeu. Et là, on s'en va peut-être vers ça avec le jeu, je sais pas. En même temps, des jeux qui pardonnent pas, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Là. Mais on dirait que 2010 était particulièrement propice à ces jeux-là. Ouais. C'est dans les trucs qui se sont raffinés, je pense, dans le game design. Pour le bien ou pour le mal, là, dans les deux cas. C'est ça, hein, c'est toujours... c'est des caractéristiques que les gens, qu'est-ce qu'ils en font après, c'est ça qui va déterminer. Et c'est ça. Donc, numéro... 3 et 2. Parce que là, en fait, c'est quand même une situation... Bon, mais tu peux le dire, regarde. Tu dis, ton numéro 3, c'est... Mon numéro Dominant Species. C'est le numéro 2 de GF. Exact. Et mon numéro 3, c'est ton numéro 2. Fait que, allons-y avec Dominant Species. Donc, Dominant Species, mon numéro 3, ton numéro 2. Probablement un des premiers gros jeux qu'on a joué beaucoup, qu'on a joué régulièrement. C'était un wargame, il était pas beau. Tout le monde nous disait ça, mais sérieusement, moi, ça m'a jamais dérangé une miette. Même encore maintenant, il y a des gens qui s'évertuent à dire qu'il est pas beau. Probablement, il est assez beau, là. Ça, c'est mon opinion, mais je l'ai toujours trouvé relativement beau. Mais ça changeait rien au jeu, il est juste tellement bon. Un worker placement interactif sur une map où tu joues une espèce alors que c'est l'ère glaciale qui s'en vient, t'évolues, t'adaptes. Et c'est un jeu de confrontation aussi. De confrontation, mais comme plus ou moins... Tu sais, tu peux gagner en te faisant éclater toutes tes unités. Fait que c'est comme... Pour moi, il y a tout dans ce jeu-là, en fait. Ça reste un des jeux les plus complets, même 10 ans plus tard, là. Oui, ben je pense que c'est un GMT, hein, ce jeu. Donc, les petits cubes de couleurs, ça satisfait pas aux board gamers avides de plastique et de belles figurines. Mais bon, pour moi, ça change rien. Le jeu il est vraiment excellent. Tout l'aspect de programmation d'une certaine façon, parce que tu vas programmer tes actions dans un système de placement d'ouvriers. Puis là, il y a de l'attention pour certaines actions. Qui va avoir le contrôle de l'art glacial ce tour-ci? Ça peut être vraiment déterminant. Il y a tellement de choses qui se passent. En plus, chaque faction est comme différente par rapport à qui on joue là, dans la partie. Puis ça détermine des petits bonus puis des choses particulières que ces factions-là peuvent faire. C'est un jeu je pense, qui est idéal à jouer au maximum de joueurs.
Oui, ben en fait, j'ai joué quand même plusieurs fois à 4, 5, 6. C'est sûr que c'est toujours un peu moins le fun quand t'es pas 6. Mais j'ai dit à 3 et à 4, là, j'ai eu peut-être mes meilleures parties malgré tout. Là. Ouais, ça a quand même l'avantage de rendre les parties moins longues. Ouais, aussi, à 3, à 6, c'est un peu long, puis t'as très peu d'action. Fait que c'est. Tu sais, 3, 4, j'aimais bien, même s'il y a une espèce de débalancement. Là. Sauf que dans ce jeu-là, tu sais, le débalancement va te rattraper. Là, parce que si t'es trop avantagé, les gens vont te bâcher dessus violemment. Ouais. C'est le genre de jeu. mais c'est quoi dire de plus? Dominant Species, c'est un classique de chez classique, un incontournable dans une bibliothèque, dans une ludothèque. Un mix entre un euro et un wargame en 2010 qui est encore tellement actuel maintenant. Quoi dire de plus? Ouais. Beaucoup de jeux ont essayé de le copier ou disons faire la même chose, mais très peu sont arrivés à l'égaler. Donc... Exact, bien dit. Donc, numéro 3 et numéro 2 pour toi? Oh yes! C'est le jeu prêt à porter. Oh, Ignacy Trzewiczek et la Pologne sont à l'honneur. Le jeu prêt à porter. Et oui, classique jeu polonais, comme tu dis, prêt à porter. Jeu polonais. Un jeu dans lequel nous allons préparer des collections de linge dans le but de faire des défilés de mode et remporter du prestige et tout ça. Et c'est un gros jeu économique. Petite thématique qui a l'air simple et banal, mais oulala, gros jeu. Un jeu violent. Un autre de ces jeux assez violents. Pardonne pas. Qui pardonne pas, mais qui a beaucoup de possibilités. Tu peux comme te builder plein de bâtiments, tu peux t'engager plein de staff, il y a plusieurs possibilités à faire, mais c'est très, très tight comme jeu. Ouais, très tight, mais comme tu dis, t'as 3 actions, tu vas jouer 8 tours dans le jeu, tu fais 24 actions. C'est ça le jeu. Donc tu sais dès le début combien d'actions tu vas faire, mais il y a plein de variations, plein de choses. Pour moi, la thématique de ce jeu-là en fait un jeu exceptionnel à cause qu'il est allé ailleurs. Ils sont allés dans un... Tu sais, ils ont pris justement un risque d'aller dans une thématique moins populaire, mais qui fait que la thématique, elle est bien intégrée au jeu. Tu sens que c'est pas juste plugué de même. Et ça marche, c'est beau, mais c'est très, très punk, très polonais. Donc, pas nécessairement facile d'accès. D'ailleurs, ils viennent de sortir une 3e édition qui est pas plus claire que les anciennes. Moi, je pensais qu'ils avaient révisé tout ça puis qu'ils avaient mis ça bien propre et beau. Ils n'ont rien changé à part le visuel. Ah ouais, c'est vrai, plus... le jeu est plus beau, mais il est pas plus compréhensible. En fait, je sais même pas s'il est plus beau ou il est juste un autre visuel, en fait. Okay. En fait, à un certain point, je serais prêt à dire qu'il est moins beau. Il est très difficile à lire, l'édition 3. Là. Okay. Très difficile de voir les symboles parce que c'est un jeu qui est très vif. Les couleurs sont saturées, sont crisp. Fait que là, tout, bang, ça flash dans tes yeux. Tu peux plus voir les symboles, tu peux presque plus rien voir. Mais le jeu est aussi bon, là, mais aussi complexe à gérer et aussi difficile. Là. Ben, c'est ça les jeux polonais, on est habitué. Les jeux polonais, on s'attend à ce que ce soit un petit peu sketch, surtout... c'est sûr que si je parlais polonais, peut-être ça serait moins pire. mais on s'attend aussi à avoir des jeux vraiment originaux, puis ben... Ouais, c'est pour ça qu'ils font notre top, là. Exact. Fait que prêt à porter, c'est un jeu que je me tanne pas encore. Pour moi, c'est un de mes worker placement favoris là, encore à ce jour. Ouais. Numéro 1. Alors, c'est des jeux qu'on a parlé souvent. C'est des jeux, les numéros 1 de 2010. Mon numéro 1 de 2010, sans surprise et qui reste encore à ce jour dans mon top 5 à vie, c'est le jeu de Cal Tschudzik, Innovation. Le jeu de cartes de civilisation, en fait, des plus originales. J'ai rarement vu des jeux comme ça, rendu à 4 extensions, mettons 4,5 extensions. Je sais pas s'il va en avoir une autre, mais la Big Box est sortie il y a à peine 2 ans. Magnifique jeu, tellement de rebondissements, tellement de thématiques, tellement d'histoires, tellement de pouvoir, tellement de folie dans ce jeu. C'est un jeu fou, un jeu complètement fou qui permet de faire des remontées spectaculaires alors que tu étais sûr de perdre, qui permet d'écraser des empires, de bâtir des civilisations éternelles. Innovation, l'un des meilleurs jeux de cartes
de tous les temps. D'accord. JF n'aime pas ça. Ouais, un jeu de civilisation abstrait. Plus que Seven Wonders, même. Mais je sais pas, parce que dans Innovation, tu pars de l'âge préhistorique jusqu'au futur. Là. Tu vas jusque dans le futur. Mais oui, je vois ce que tu veux. Il y a 3 heures, tu fais des bateaux. On s'entend, là, je veux dire, c'est très ciblé. Là, tu vas pas là, te battre contre genre le vaccin, contre le tricot et genre les fusées de SpaceX contre Léonard de Vinci. Ou Babylone contre quoi? Contre Moscou. Tellement de possibilités. Incroyable. Ben, en tout cas, ce que je trouve cool, c'est la mécanique là, de ce jeu-là, les symboles qui s'accumulent, comment les cartes se positionnent l'une sur l'autre. Pour vrai, peu de jeux utilisent ça. Puis, exact. Le splay. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, moi, j'ai vraiment pas embarqué dans l'innovation. C'est trop chaotique pour moi. Mais j'aimerais ça voir d'autres jeux là, qui exploitent cette mécanique de... On joue des cartes sur le côté de notre carte de base, puis qu'il y a des symboles qui se rajoutent, qui s'enlèvent, qu'on cache. Tout ça, là, c'est vraiment clever. Oui, effectivement, très cool. D'ailleurs, cet auteur-là a repris un peu cette mécanique-là dans Glory to Rome. Ouais. En fait, même Glory to Rome, c'est avant, là, c'est 2005, mais c'était moins poussé, c'était pas pareil là, comme dans Innovation, où vraiment ta carte te donne des symboles de plus qui te donnent plus de pouvoir dans certaines sphères du jeu. Exact. Alors, mon numéro 1 pour moi aussi, j'imagine sans surprise, un autre jeu de civilisation, mais celui-là, un jeu bien concret et magnifique, c'est le jeu Sid Meier's Civilization de Board Game. Donc, version Fantasy Flight, faite en 2010. C'est le jeu de civilisation, un des jeux de civilisation que j'ai le plus joué, que j'ai le plus adoré. C'est très représentatif, du moins pour moi, une bonne adaptation du jeu vidéo en board game. Évidemment, c'est beaucoup moins complexe, puis il y a beaucoup moins d'éléments que dans le jeu vidéo, mais je trouve qu'ils ont fait vraiment un bon travail là, de résumer, de faire beaucoup de choses avec pas beaucoup, puis d'essayer de donner le plus possible la saveur du jeu sans surcharger de règles. On va se le dire, c'est quand même un jeu assez complexe, il y a beaucoup de possibilités, c'est pour gros gamers, ça risque de prendre 3-4 heures une partie. Mais moi, toutes les parties que je joue de ça, là, c'est toujours comme assez tendu, au dernier tour. Tu sais que quand la partie va se terminer, tu sais que tu peux gagner à moins que telle autre personne gagne avant toi. Puis souvent, la victoire se fait ou dans un tour où plusieurs personnes auraient pu gagner. C'est juste la personne qui est en avance, là, si on veut, qui finit par réussir. Mais tellement de possibilités, tellement de belles mécaniques, il y en a vraiment beaucoup, vraiment différentes, puis comme dans le jeu, tu construis des villes et tu vas te développer dans une des sphères, ou plusieurs sphères évidemment, dans le but de remporter la victoire et comme dans le jeu, il y a plusieurs façons de gagner la partie. Donc vraiment une belle adaptation. C'est sûr que ça commence à être un jeu peut-être un peu lourd pour ce qui amène. Une nouvelle version de Civilization est sortie qui est vraiment, vraiment plus simple. Je sais pas si... pour moi, c'est pas la même chose du tout. C'est pas du tout le même type de jeu. Mais Sid Meier's Civilization, c'est encore un jeu que je serais prêt à jouer n'importe quand parce que c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur, bien sûr. Ouais. Ouais. En fait, c'est quand même fou parce que nos top 5 jusqu'à là, bon, il y avait probablement 2 jeux qui s'overlappaient, mais on aurait pratiquement, pu mettre les jeux de l'autre dans notre top 5 ou vice-versa. Mais nos top 1, c'est clairement, des... dans le top 10, c'est ça, il était pas dans le top 10. Là, un jeu que moi je jouerais pratiquement plus jamais, un jeu que toi tu jouerais pratiquement plus jamais. Mais c'est 2 jeux de civilisation. Je comprends l'affaire de civilisation de board game, mais ça touche un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que tout devrait être en board game?
Tu sais, c'est vrai que c'est une belle adaptation. Moi, je l'avais acheté, Civilization, là, d'ailleurs. Je dis pas que c'était pas une belle adaptation. Mais tant qu'à ça, est-ce que je préférerais pas faire un beau LAN party où on joue à Civilization, quitte à ce que, au lieu que ce soit l'ordre de tour qui détermine qui gagne, ça sera au-delà de 3 heures de jeu. Ça sera une discussion à avoir pour la suite. Ouais, mais, là, faire un LAN de Civilization, ça dure pas 3-4 heures, là. Non, ça dure plus 12 heures, mais au moins, tu sais, le meilleur a gagné, pas celui qui joue premier. C'est un petit peu plus difficile à déterminer, puis c'est pas comme ça nécessairement que déterminer la fin de partie. Cool, ok, fait que c'est à suivre, mais j'ai plus ma copie, là. Mais bon, vous voyez que à part ces deux jeux-là, c'est pas mal, mais c'était une belle année 2010, hein, on voit quand même là, que c'est des classiques qui ont été faits en 2010, il y en a eu, il y en a qui sont encore très significatifs de nos jours, il y en a qui ont été un peu écrasés par le poids des nouveautés, mais... Oui, en regardant la liste, tu sais, je me rappelais de jeux que j'ai vus, puis que finalement... Tu sais que j'ai plus jamais entendu parler là depuis. Tu sais, il y a des jeux, des fois tu t'attends de... Ouais, tu penses que ça va être gros, ou genre tu te dis, hey, ce jeu-là il a l'air cool, tu vois juste le teaser, puis finalement t'en entends jamais parler, tu sais. Mais ça c'est un peu la folie. 2010, c'était quand même déjà le moment où il y avait beaucoup de jeux qui sortaient chaque année. Là, c'est exponentiel, bien entendu, 10 ans plus tard, mais il y avait déjà beaucoup de jeux qui sortaient. Et c'est en regardant ça 10 ans plus tard qu'on réalise que, ok, l'attrait de la nouveauté, c'est du délire, là. Tu sais, les gens découvrent le hobby, achètent plein de jeux vraiment vite, toutes les nouveautés, tout ce qui sort, sont comme, oh yeah, c'est trop cool. Puis là, tu te rends compte 10 ans plus tard que, ok, il reste 10 jeux à peine de ça qui méritent d'être mentionnés, tu sais. Donc, encore une fois, je prône l'achat responsable et prenez votre temps, achetez pas tous les jeux qui sortent, achetez-en une petite quantité pour faire durer le plaisir. Mais des jeux de qualité. Des jeux de qualité, exactement. Puis de jouer plusieurs fois un jeu, ça semble maintenant comme on dirait que les gens ils veulent plus faire ça, mais c'est tellement le fun, tu sais. Tous ces jeux-là sont vraiment. Hein. On le fait pour des protos. En fait, là, moi, c'est ça que avec la pandémie, ça m'a mis là-dedans, mais je joue de plus en plus aux mêmes jeux. Ah oui, je faisais ça avec les jeux que j'aimais, mais c'est sûr que je vais pas jouer sans arrêt à des jeux que j'aime pas pour le plaisir, là. Mais j'ai épuré dans la dernière année, en fait, je me suis débarrassé de 150 jeux dans ma collection. Wow. Tout ça pour arriver à un point où j'ai moins de jeux, mais des jeux de très bonne qualité auxquels je veux jouer plus souvent. Et maîtriser des jeux, ça m'excite plus. C'est sûr que si tu vas dans une convention et qu'il y a plein de nouveautés, c'est le fun de découvrir les nouveautés. Mais de posséder des nouveautés, je trouve ça un peu moins intéressant. Moi, je préfère posséder des jeux que je sais que je vais jouer souvent et qui sont vraiment bons. Et que quand je vais regarder ma collection 10 ans plus tard, je vais me dire, oh, ça c'était cool, ça c'était un bel achat. C'est une bien belle morale, ça, Simon. Ben oui, c'est important. À notre top 5 et à l'émission. Ça met fin à l'épisode, effectivement. Alors, on a réussi à faire un épisode en bas d'1 heure. C'est vraiment une première pour nous. Donc, c'était ça le défi aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, mais dernière annonce pour la fin. Bon, on a toujours un Patreon. Allez nous encourager si vous voulez sur Patreon. C'est la meilleure manière de nous encourager et de nous pousser à continuer à faire du contenu le meilleur possible. Mais surtout, mettez une date, mettez un gros cercle dans votre agenda. Le 7 novembre, en après-midi, programme double, party de fin de saison. Beach Party. Oh, donc, on va avoir beaucoup. Ben oui, c'est un classique. La dernière fois, c'était sur Twitch. Ça va être là, ça va se passer en live, dans le chat, un peu partout. On va bien s'amuser, ça va être le fun. Et, JF. Simon. On se retrouve La semaine prochaine. Ciao.